Alors bonjour, bienvenue à ce cinquième webinaire, WebLab, de la série La Connexion Vige, la rédaction web et le SEO. Alors aujourd'hui, on va aller plus en détail dans ce qui a été abordé lors du webinaire de ce mardi 30 avril. Alors, mon nom est Hubert David, je suis responsable partenariat et innovation chez Éducalois. Notre conférencier qui était là pour le webinaire de mardi, Jonathan Bergeron, conseiller web chez Wistiti, est encore présent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être surtout, en première partie, Caroline Boilly, éditrice en chef web d'Éducalois, qui va nous parler justement de l'application qu'on a fait chez Éducalois justement ces bonnes pratiques qui ont été présentées par Jonathan ce mardi. Alors, je vous rappelle les partenaires du projet. Alors, Éducation juridique communautaire de l'Ontario, Courthouse Libraries of British Columbia, Éducalois et PovNet. Nos partenaires financiers sont la Fondation du droit de l'Ontario et le ministère de la Justice du Canada. C'est grâce à eux si on peut vous offrir toute cette communauté de pratique et cette série de webinaires et weblabs. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, de vous connecter à la connexion vive. C'est justement cet espace public d'échanges là sur les technologies et la vulgarisation et l'information juridique. Ça se trouve à la connexionvige.ca donc c'est maintenant disponible en français et en anglais. On est en train de finaliser la traduction en français, ce qui fait que c'est pas parfait tout le temps, mais c'est déjà bien parti. Donc, je vous rappelle un peu le but encore de cette présentation pour rendre visible son site web et en augmenter l'achalandage et la compréhension du contenu auprès des internautes. Il est primordial de s'intéresser aux moteurs de recherche. C'est le but même là, de nos deux présentations. Partant de cette prémisse, ce webinaire et ce weblab maintenant a comme objectif de vous permettre de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche, concevoir du contenu vulgarisé qui performe dans les moteurs, identifier les expressions clés pertinentes pour vous, et on en verra des exemples aujourd'hui justement chez Éducalois, et comment bien rédiger les balises SEO. À la fin de la rencontre, les différents éditeurs seront donc mieux outillés pour comprendre les éléments importants de contenu à optimiser pour les moteurs et rédiger du contenu pour le web. Alors aujourd'hui, justement, c'est ma collègue Caroline Boilly, qui est éditrice en chef web d'Éducalois, qui va prendre la parole. Donc, elle a en tout début, mais après ça, on va prendre l'implication de nos participants. Elle a donc un baccalauréat en journalisme et une maîtrise en communication. Elle a été journaliste depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a travaillé comme reporter, réalisatrice et rédactrice en chef au sein de médias électroniques, tant en télé, radiodiffusion que sur le web, entre autres dans l'ouest de l'Ontario. Elle est également documentariste. Ses courts-métrages ont été présentés dans différents festivals ici et à l'étranger. Et elle est au sein de l'équipe d'Éducalois depuis août 2011, où elle occupe le poste d'éditrice en chef web. Alors, je vais passer la parole à Caroline qui a une présentation à nous faire et puis par la suite, on va y aller vraiment questions-réponses. Puis moi, je vous invite, Dominique et Jonathan, à nous quatre finalement, d'intervenir à mesure puis de vraiment en faire une conversation, ce qui va être très dynamique et peut-être poser des questions en pensant aux gens qui nous regarderont par la suite sur l'enregistrement. Alors, Caroline, je te passe la parole. Oui, donc merci Hubert. Je vais utiliser beaucoup le cas de la refonte du site web qu'on a fait dans la dernière année. C'est intéressant parce qu'on avait des gros défis avec notre ancien site et une des raisons majeures de la refonte, c'était d'avoir une présence web plus importante et donc on s'est assis, on a regardé les défis, les problèmes qu'on avait avec notre ancien site web et puis plusieurs des solutions, plusieurs des raisons, plusieurs des modifications qu'on a faites dans le nouveau site web sont directement liées à justement une meilleure écriture web et l'utilisation des SEO. Donc, c'est un beau cas à regarder pour voir les défis et les possibilités. Et puis, vous allez pouvoir nous poser des questions après. Vous allez voir que des fois, on a fait des bons coups, puis des fois, ça a été beaucoup plus difficile. Donc, une première chose, en fait, quand on part dans une aventure comme celle-là, même si c'est
plus petite, qu'elle soit grande ou petite, là, de repartir et s'assurer que nos textes sont bien écrits pour les moteurs de recherche, que notre site est bien construit pour ça exactement aussi. C'est de se doter d'automatisme et de bonnes pratiques. Se doter d'automatisme, c'est, vous allez voir, c'est d'avoir des gabarits, c'est d'avoir des documents auxquels tout le monde peut se référer pour pas être obligé de toujours répéter. Et quand on a surtout différents rédacteurs, on est plusieurs dans une équipe parfois où l'équipe change, etc. Donc, ça permet d'économiser énormément de temps et ça en évite beaucoup de maux de tête, je vous dirais. Donc, l'exemple de la refonte, j'ai oublié une des puces, mais un des premiers enjeux, c'était d'avoir des articles plus courts. Jonathan en a parlé lors du webinaire. L'idée étant d'avoir des articles plus ciblés. Au lieu d'avoir un très long article qui touche un grand sujet, puis là, ben, on a des sous-sujets dans l'article, on voulait s'assurer d'avoir la possibilité d'écrire peut-être un petit article d'introduction, puis ensuite d'avoir des articles beaucoup plus précis, ce qui fait en sorte que les gens, quand ils allaient chercher quand ils allaient chercher, faire des requêtes dans Google, ils ont beaucoup plus de chances de tomber sur la bonne information lorsqu'on a écrit des plus courts articles, au lieu d'avoir un très long article où là, les gens vont taper leur requête et là, ils vont arriver dans un très long article. Puis là, il faut trouver l'endroit où on parle de ce sujet-là. Je vais partager mon écran, puis ça va permettre de voir un exemple. Ça prend un peu de délai, juste m'indiquer de votre côté lorsque vous voyez l'écran, puis je vais pouvoir vous montrer tout cela. Oui, on voit ça. OK. On voit la photo. Donc là, je vous montre, on voit ma photo de bureau. Là, je vous montre en fait l'ancien site. Il n'est plus en ligne, ce site-là, mais c'est un exemple d'article où on disait quels sont les aspects légaux du mariage. Donc là, on parlait de tous les aspects légaux du mariage et vous voyez que, bon, mais il y avait, celui-là est petit, c'est une petite question, mais il y avait des questions qui étaient très longues sur beaucoup de sous-thèmes et de sous-sous-thèmes sur ce grand thème qui sont les aspects légaux du mariage. Et là, souvent, ce qui pouvait arriver, c'est que quelqu'un voulait savoir, en fait, s'il s'est déjà marié, s'il pouvait se remarier civilement ou quelles étaient les règles. Là, il arrivait sur un texte, puis là, on peut se perdre à chercher jusqu'à temps qu'on arrive à l'information voulue. Là, dans le nouveau site, ça, c'est un des articles qui est spécifiquement seulement sur le contrat de mariage. Et là, si on va dans la section sur le mariage, on voit qu'il y a plusieurs différents articles. Il y a plusieurs différents articles qui sont sur les sous-thèmes qui étaient dans le très grand article sur tous les aspects légaux du mariage. Je vais revenir à ma présentation. Donc ça, c'est un des éléments et d'avoir des plus courts articles avec des thèmes plus spécifiques, ça nous permettait de mieux cibler aussi puis de faire des meilleures recherches pour savoir qu'est-ce que les gens cherchaient dans Google pour trouver leur information, puis de pouvoir cibler sur un petit thème au lieu d'essayer de trouver des mots-clés pour des sujets énormes. C'est beaucoup plus complexe de cette façon-là, puis c'est beaucoup moins efficace. On va revenir là-dessus, je vais vous donner des exemples. On a complètement réorganisé notre contenu aussi. Je vais vous montrer en fait de quoi ça a l'air, mais j'imagine que si vous avez un site qui date de quelques années, une des problématiques qui arrive, c'est qu'on se met à avoir un site que j'appelle un site Frankenstein. On se met à ajouter des trucs parce qu'on a des projets, parce qu'on a des nouvelles, des nouveaux fonds, des nouvelles sections, et l'architecture du site finit par avoir absolument aucun sens. C'est très difficile pour les gens de s'y retrouver, et c'est négatif aussi au niveau du SEO. Donc, on est pénalisé pour ce genre de problématiques de structure de site quand c'est mal organisé. Et là, ce qui arrivait dans l'ancien site, c'était que c'était un site de plusieurs années et on avait accumulé toutes sortes d'extras qui n'avaient plus nécessairement de sens au niveau de l'architecture. On a formalisé nos gabarits et les balises
titres et les balises métadescription, qui sont les balises que Jonathan a montré lorsqu'on fait une recherche dans Google, c'est-à-dire c'est le lien, le titre du lien qui apparaît en bleu et la description. On avait des problèmes de duplicata aussi. On avait un article, par exemple, qui se retrouvait avec à 2, 3, 4 adresses. Très difficile pour l'utilisateur de trouver son article. Puis, ça nous pénalisait aussi au niveau de notre référencement. On avait des vieux types d'URL aussi, des URL avec des numéros, alors que là, on a décidé d'avoir des URL avec des mots-clés. Jonathan avait montré l'exemple d'un URL avec les mots-clés qui étaient dans l'URL. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les titres de nos articles qui contiennent nos mots-clés, donc pour construire nos URL. Donc ça règle ce problème-là aussi. Et puis, évidemment, bien, tout ça fait en sorte qu'on a dû gérer beaucoup d'erreurs 404. Je vais vous parler des erreurs 404. Ça, en fait, c'est quand quelqu'un cherche une ancienne page qui a été déplacée, qui a une nouvelle adresse, qu'on ne la trouve pas. On est pénalisé pour ce genre de choses-là et donc, il faut avoir des stratégies. Donc, si vous faites des modifications dans votre site, il faut avoir une stratégie pour gérer ça. Donc, les exemples, ça, c'est la nouvelle organisation du contenu de notre site. Puis, vous voyez que l'idée, c'est de partir... Pas très belle couleur, je vais changer la couleur, j'aime pas ça. Donc, c'est de partir avec une page principale et commencer à faire et sous-segmenter et sous-sous-segmenter de façon hiérarchique, pas avoir des trucs qui partent dans tous les sens. Donc, quand on repense à un site, c'est une chose importante à planifier. Et donc, cette architecture-là se revoit une fois qu'on est dans le site et que le navigateur et que l'internaute navigue. Je vous ai parlé des gabarits. Une fois qu'on a déterminé qu'il nous manquait qu'on avait besoin d'avoir des balises titres, qu'on avait besoin d'avoir des métadescriptions, donc les éléments dont on parlait dans Google, on s'est attardé à s'assurer d'avoir des gabarits parce que ce qui arrive, c'est que les gens oublient, les gens ne pensent pas nécessairement d'avoir tous les éléments et je ne sais pas si je l'ai inscrit, le gabarit. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, je vais repartager mon écran pour vous les montrer. Oui, très bonne idée parce que vraiment, si tu me permets, Caroline, pendant que tu fais ça, je trouve que ça aide vraiment nos rédacteurs là, à avoir une certaine uniformité dans la façon qu'ils font. Puis ça sert, je pense que tu pourrais être d'accord avec moi, Caroline, ça sert vraiment de pense-bête pour les rédacteurs quand ils écrivent. Oui, le moins de choses à penser possible, le moins d'oubli et puis le moins de temps perdu, en fait. Exactement. As-tu essayé de partager ton écran? C'est pas fait? Non, là, on voit... Partager. Ah, voilà. Excellent. Pour l'instant, on voit une page de notre site web. Oui. Donc, je vous montre. Pendant que tu vas chercher le gabarit, je vais peut-être juste te donner des conseils sur les gabarits. Est-ce que vous m'entendez? Donc, juste de prendre la peine, là ici on a le gabarit avec les éléments, mais c'est important d'avoir des fois un élément de gabarit qui est instructif pour les usagers. Donc, de ne pas avoir peur de dire, il y a un élément balise title, de décrire comment on doit écrire la balise title avec un échantillon. Donc, de mettre... exactement ce qu'on voit là. Je vais te laisser poursuivre, Caroline. Donc, c'est ça. On a deux gabarits. Un gabarit que les rédacteurs peuvent utiliser, c'est un gabarit qui est complètement blanc. En fait, il y a juste les gens peuvent commencer à écrire. Par contre, il y a le gabarit expliqué. Et comme Jonathan en parle, en fait, c'est qu'on explique la balise, on donne un exemple, on dit combien de mots, combien de caractères, la métadescription, la même chose. Donc, c'est un peu un mini-guide parce qu'on a un grand guide où on va expliquer ça en long et en large, mais quand on commence à écrire, on veut juste avoir un pense-bête, justement,
justement, comme Hubert disait, pour pouvoir comprendre ce qu'on s'apprête à faire, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Et ça nous rappelle, en fait, pourquoi on fait. On a décidé de nous assurer de mettre les titres, les mots-clés dans les titres, de comment on explique utiliser le gras, comment utiliser le gras, comment utiliser les sous-titres, comment utiliser les puces. Donc, on a des exemples à travers le gabarit. Donc, c'est un excellent système pour ne pas oublier d'éléments et une fois que le texte est complété, de ne pas être obligé d'aller courir après des informations qui nous manquent. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste simplement ouvrir le PowerPoint dans mon... Ben oui, c'est pas fou. Gardez tout le temps ton écran partagé. Oui, c'est ça. Ça fonctionne. Ça ne saurait tarder avant de s'ouvrir. Bon. Ça s'ouvre pas. Bon. Alors, plan B. Plan B, retourne arrête de partager ton écran. Donc, ça, c'est les exemples de gabarits. On a fait des gabarits pour des articles, on écrit des textes pour des vidéos, on a fait des gabarits pour ceux-là aussi. Et une fois qu'on a établi notre système informatique pour pouvoir entrer les articles, on a utilisé exactement les mêmes champs qu'il y a dans le gabarit. Et comme ça, c'est une représentation exacte des champs qu'on demande aux rédacteurs de remplir. Ah oui, là j'avais un exemple. En fait, c'est très drôle. Quand Jonathan donnait la formation il y a 2 jours, je suis allée voir nos balises. Ça, c'est la balise title, donc ici. Et ici, c'est la méthode description. Et je suis allée voir nos balises title et nos méthodes de description et j'ai vu que nos automatismes ne fonctionnaient pas. Et donc, c'est une leçon à apprendre, c'est de quand même toujours vérifier, même si on a établi des automatismes dans notre système, de vérifier que le système fonctionne bien puis de toujours faire les correctifs appropriés. Et là, on est en train de faire les correctifs pour nous assurer que nos bons mots-clés sont dans notre balise title et que notre bonne description et sont dans nos méthodes de description de notre site. Une autre preuve que cette série de webinaires-là sert à quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un exemple de duplicata. C'est un exemple sur la garde partagée. Et on était obligé dans notre ancien site de mettre cet article-là dans différentes sections et on n'avait pas moyen de le mettre juste dans un URL pour que les gens le trouvent. Et donc, ça se trouvait dans la section pour les conjoints mariés, les conjoints faits, les parents. Ah, ça, c'est le testament, en fait. Et pour les aînés. Et donc, on avait un article qui avait 4 différentes adresses, ce qui est en plus d'être mêlant pour les usagers, qui fait beaucoup perdre des points de référencement au niveau des moteurs de recherche. Et donc, ça, c'est un exemple, en fait, de la solution avec qu'on a décidé d'utiliser. C'est l'exemple de l'article sur le retour au travail à la suite d'un congé parental de maternité ou de paternité. Cet article-là, on l'a mis dans la section « Travail ». Par contre, on voulait s'assurer que les gens qui sont des nouveaux parents, s'ils cherchaient dans la section famille être parent, allaient trouver l'article. Donc, l'article est là et c'est indiqué que c'est dans une autre section. Donc, quand on clique sur cet article-là, il est quand même juste à l'endroit travail et quand on clique dessus, on arrive dans l'article, on arrive dans l'article travail, mais il y a juste une adresse et on peut y accéder de plusieurs endroits du site. L'idée d'avoir les mots-clés dans les URL, les droits du parent qui n'a pas la garde des enfants, exemple, là, sur l'ancien site, on avait un numéro, puis là, maintenant, bien, on a les mots-clés dans notre URL. Évidemment, ce qui est arrivé, c'est quand on a tout changé ces URL-là, quand on a tout changé le site, on a eu toutes sortes de problèmes. Ça cause des problèmes parce qu'on brise tous les liens que d'autres sites avaient déjà en banque, que Google avait indexé, etc., etc. Donc, il faut avoir une stratégie de redirection. La stratégie de redirection, c'est une stratégie pour dire à Google, attention, cette page-ci a maintenant une nouvelle adresse, voici son adresse. Et ça, c'est
les erreurs 301. Et on a fait ça pour à peu près 300 de nos pages les plus visitées, ce qui est beaucoup, mais pas énorme dans le contexte où notre site comporte des milliers de pages. Et ensuite, pour pouvoir gérer parce qu'on ne voulait pas faire des redirections pour nos 2-3 000 pages, on a fait les plus importantes et ensuite, on s'est créé des rapports d'erreurs. Les rapports d'erreurs 404, ça, c'est les erreurs quand on essaie d'aller à une ancienne adresse. Vous l'avez sûrement déjà vu, on essaie d'aller, on a une ancienne adresse, on essaie de cliquer dessus, la page n'apparaît pas et on se fait donner une page d'erreur. Et donc, on a un rapport qui nous donne quelles sont les anciennes adresses qui sont demandées le plus souvent par d'autres sites ou des utilisateurs. Si je vous montre les exemples, ça c'est l'exemple en fait de notre plan de redirection. On avait établi quelles étaient les plus importantes, où est-ce que ça s'en allait maintenant et où est-ce que ça allait avant pour pouvoir planifier en fait pour pouvoir planifier les redirections et s'assurer que du jour au lendemain, soudainement, pour que les gens puissent trouver notre site et trouver les articles, même si on changeait tout du jour au lendemain. Peut-être utiliser, Caroline? Oui. Peut-être juste bien préciser, si tu peux remonter la diapositive d'avant, dans le plan de redirection, les redirections d'en faire, c'est important parce que ça permet effectivement de récupérer le poids des hyperliens, le PageRank que j'avais expliqué. Surtout, par exemple, des organismes comme vous, je viens de vérifier pour le site de l'AJEFS.ca, le gouvernement de la Saskatchewan fait des liens. Naturellement, le gouvernement de la Saskatchewan a beaucoup de liens, donc c'est des liens d'extrême qualité. Il y a une commande dans Google qu'on peut taper, je vous la montrerai tantôt, mais c'est link nom de votre site web et vous pouvez voir certains des liens qui sont faits faire chez vous. Donc, avant une migration, c'est important aussi d'aller voir les liens des organismes les plus crédibles qui pointent vers chez vous pour aussi obtenir des redirects sur ces hyperliens-là. Voilà. Et puis là, donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est créé un rapport justement qui nous dit quelles sont les adresses qui sont encore problématiques. Donc, par exemple, on sait que Protégez-vous pointe vers une adresse qui n'existe plus. Donc, on s'assure de soit appeler Protégez-vous pour qu'ils changent leur adresse, parce que Protégez-vous, c'est important que les gens puissent se rendre sur la bonne page, ou sinon on fait un redirect pour ces adresses-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on priorise les adresses qui viennent de sites qui sont très importants, comme Jonathan vient de le mentionner. Donc, les mots-clés Google dans le contenu. C'est du Galois parce que souvent on a peur, on parle d'SEO, ça fait un peu peur et on a un peu renversé le paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire seulement un enjeu de SEO, d'optimisation pour les moteurs de recherche, on en fait un enjeu de vulgarisation. Pourquoi? Parce que oui, on veut écrire pour s'assurer que Google ait les bonnes informations pour envoyer les gens vers notre site, mais aussi, il faut se souvenir que c'est des vraies personnes qui utilisent Google et qui font des vraies requêtes dans Google. Et donc, ça nous permet d'avoir accès à ce qu'il y a dans les cerveaux de milliers, voire de millions de personnes, puis de voir qu'est-ce qu'ils ont compris, puis qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis donc, ça devient rapidement un enjeu de vulgarisation, puis de langage clair, puis d'être capable de mieux écrire nos articles, en même temps que c'est un enjeu qui fait en sorte qu'on a des articles qui performent mieux au niveau des moteurs de recherche. Donc, pas oublier que oui, Google, comme disait Jonathan, c'est un robot, mais c'est avant tout des gens aussi qui recherchent en utilisant Google. Donc, ça nous permet en fait de réhumaniser en fait la problématique quand on y pense comme ça. Je voulais vous donner un exemple. Là, je vais vérifier si j'ai donné l'exemple. Je vais aller repartager mon écran. Mais un exemple, en fait, c'était sur le médiateur accrédité. Et je partage. C'est en fait un exemple d'une rédactrice qui a fait la recherche pour pouvoir aller voir quels étaient les mots-clés que les gens utilisaient dans Google pour pouvoir décider quels mots-clés elle allait prioriser dans son article. Ton partage ne semble pas fonctionner là actuellement. Et encore une fois.
Ah là là. Ah, là, voilà. Ah, mais c'est drôle, je ne semble plus être capable de rien ouvrir. Ah, le voilà. Ben, Donc, je partage. Ça, on avait donc à réécrire une section sur la médiation familiale en général et on a décidé de faire des divisions de texte. Au lieu d'avoir un article sur la médiation en général, ensuite la médiation, la gratuité de la médiation parce qu'au Québec, il y a des programmes, et ensuite d'expliquer qui pouvait être un médiateur accrédité puis qui avait le droit d'être un médiateur, on a scindé ces articles-là et on a fait une recherche au niveau des mots-clés. On a fait une recherche en utilisant entre autres, Google AdWords, dont Jonathan a parlé et qui est un programme tout à fait gratuit. En fait, Google a monté ça pour les gens qui achètent de la pub sur Google, pour que les gens qui achètent de la pub puissent savoir quels sont les mots-clés populaires. Mais comme c'est gratuit et que nous, on peut y accéder, ça nous permet de voir qu'est-ce que les gens cherchent et qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de savoir. Et donc là, si je descends puis que je vous montre un peu, donc elle avait testé le mot médiation familiale, et là, on s'est rendu compte que médiation familiale était très populaire. Le mot médiation en tant que tel et médiation familiale avait beaucoup de gens tapaient ces mots-là et même chose pour médiateur. Et vous voyez aussi que le taux de compétition est faible. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sites web qui parlent de ça ou qui essaient d'être ou qui essaient ou qui ont des choses à offrir sur ce thème-là. Alors que quand il y a des taux de compétition très hauts, si on avait tapé divorce, par exemple, le taux de compétition aurait été très haut parce qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de sites de bureaux d'avocats, etc., qui parlent de divorce et qui donc tout le monde essaie d'avoir la meilleure position dans Google, donc la compétition est très forte, mais dans ces thèmes-là, parce qu'on a réduit le thème, on l'a vraiment réduit à sa plus simple expression, on est capable d'aller chercher des mots-clés qui sont très tapés, mais qui ont des taux de compétition assez faibles. Et donc, on a décidé d'écrire un texte sur la médiation familiale et un texte sur le médiateur. Et si je vous donne l'exemple de la façon dont on a utilisé les mots-clés pour cet article-là, vous allez voir que la rédactrice a vraiment utilisé les mots-clés dans des endroits clés justement du texte, à la fois pour que ça soit facile à lire pour le lecteur et que ça soit que ça fasse la promotion en fait du référencement pour Google. Donc médiateur, on l'a utilisé dans le titre, on s'est assuré d'utiliser du gras, c'est facile à voir, mais aussi c'est une balise HTML qui est prise en considération par Google. On les a utilisés dans des hyperliens. Même chose, on les voit mieux, puis en plus, c'est pris en considération. Et le texte est aéré, etc., etc. Donc, c'est un article où les principes ont vraiment été appliqués et c'est facile à lire pour les gens. Et ensuite, on a accès à l'autre article ou à d'autres articles, par exemple, sur la médiation. On a fait des liens internes vers la médiation familiale. Donc, on entre par une porte, celle qu'on a cherchée plus spécifiquement dans Google, et on se fait offrir les autres articles qui sont liés. Je départage. Donc voilà. Ça, c'est un exemple intéressant aussi. Puis peut-être que Jonathan, tu pourras en parler plus longuement. Quand on a réécrit le texte sur la garde des enfants, on a regardé, en plus des recherches que les gens faisaient dans Google, on a regardé qu'est-ce que les gens cherchaient pour arriver sur notre article à nous, sur la garde des enfants. Et on s'est rendu compte, bien sûr, que les gens tapaient garde d'enfants, garde partagée, etc. Mais ils cherchaient aussi des choses comme mon fils ne veut plus aller chez son père, ma fille ne veut plus aller chez sa mère, etc., etc. Et donc, on a décidé d'utiliser cette trouvaille-là pour pouvoir faire
un texte, bien sûr, sur la garde partagée en général, mais aussi un texte sur ce cas-là, justement, d'un enfant qui ne veut pas aller chez son autre parent dans un cas de garde partagée. Si tu me permets, je vais partager mon Oui. écran à moi et Oui, vas-y. si tu peux, Peut-être donc, montrer. oui, à l'instant. Donc, affichage, partager. Tu veux-tu me donner la main? Donc, on me donne la main pour pouvoir contrôler l'environnement. Je suis animateur, partager mon bureau. Je partage mon bureau. Parfait. Donc, l'objectif est, comme Caroline l'expliquait, c'est d'identifier les mots-clés qui génèrent du trafic vers chez nous. Donc, différents rapports Google qui nous permettent d'identifier les mots-clés qui génèrent du trafic vers chez nous. Le principal rapport, qui est celui qu'on consulte en général en premier, va être dans la colonne sources de trafic. Ici, dans les sources, vous allez avoir accès direct, les liens vers chez vous. Recherche. Dans les recherches en général, la plupart des organismes, vous auriez principalement des recherches des résultats naturels. Les liens commerciaux, si vous avez utilisé Google Grant, vous aurez des requêtes qui viennent des moteurs de recherche. C'est intéressant de voir la différence entre les deux parce que les usagers n'ont pas le même comportement. Si on rentre dans les résultats naturels, on va avoir un rapport. Ici, on a un rapport que j'ai montré l'autre jour avec 35 000 mots-clés différents pour le mois. Et là, on va avoir les mots-clés qui ont généré du trafic. On va avoir les volumes. On va avoir le nombre de pages par visite et d'autres informations. C'est que si, par exemple, on est en train d'écrire un article sur la médiation, on pourrait être intéressé de vérifier avec le moteur de recherche, est-ce qu'il y a des gens qui ont tapé des termes. Donc, on peut voir ici médiateur accrédité, des variantes, éducalois médiateur, le médiateur et ainsi de suite. Donc, dans ce rapport-là, on va avoir une idée des mots-clés globaux pour l'ensemble des pages du site qui ont généré des moteurs de recherche. Ça demande quand même plusieurs essais et erreurs dans le moteur de recherche pour trouver les variantes. C'est pas toujours évident. Ça dépend toujours du volume de mots-clés. Là. Éducalois, on a quand même énormément un catalogue de contenu qui est impressionnant. Ça fait que le volume de mots-clés est grand. Sur des plus petits sites en général, on peut étudier facilement l'ensemble de ces mots-clés. Mais pour Éducalois ou pour des sites où est-ce qu'on veut y faire une écriture plus précise, on va aller dans, donnez-moi une seconde, dans contenu. On va prendre contenu du site, détail des pages par URL. On va prendre l'URL de la page. Là, on veut regarder une capsule, mettons la mise en demeure, et on veut étudier dans la page la mise en demeure. Ici, on voit son trafic de la page tout au long du mois. On voit que le monde fait moins de mise en demeure la fin de semaine, ce qui est tout à fait évident. On va vérifier la source de trafic de cette page-là, principalement celle des mots-clés. Donc, à partir de là, on va voir les gens qui sont arrivés sur le site. C'est pas que les gens qui sont arrivés par Google pour cette page, c'est les gens qui sont arrivés sur le site. Donc, ça peut être des requêtes sur une page connexe. Mais en général, c'est principalement la principale page d'entrée va être celle-là. Donc, on peut voir ici une mise en demeure. C'est le terme le plus populaire et a généré 937 consultations uniques. Donc, ça a généré 937 entrées. On voit que les gens, 35% seulement ont quitté la page. Donc, la plupart des gens ont lu d'autres pages. Si on regarde la mise en demeure qui est plus bas, le taux de rebond est plus élevé. Ça, c'est intéressant de voir justement est-ce que notre article est complet, est-ce que les articles connexes plaisent à la communauté. Si on a des hauts taux de rebond, on peut réfléchir à faire des nouveaux articles interreliés pour être plus précis. Ça va diminuer le taux de rebond, ça va augmenter notre nombre de pages vues. En même temps, ça nous permet d'être plus précis par page. À moins que notre article, ça arrive des fois qu'on écrive un article qui est parfait, vu qu'il y a un haut taux de rebond, peut-être que les gens trouvent la réponse dans la page. Il faut quand même être attentif à ces réalités-là. Donc là, on peut changer le nombre de mots-clés. Mettons, on va regarder 250 expressions. C'est sûr qu'à l'intérieur de ce rapport-là, ça nous donne rapidement, le rédacteur peut trouver des types d'expressions et les combiner pour se faire un petit glossaire avant d'écrire, pas un glossaire, mais une petite liste de mots-clés, de structures de mots-clés ou de structures de pensée.
On va aussi identifier les sujets de la personne qui sont connexes, des fois plus précis, mise en demeure pour vice caché. Donc, c'est peut-être intéressant ici de faire un lien vers les capsules sur les rénovations, les capsules sur l'achat d'une maison, comment se protéger dans le cas d'une maison sur les vices cachés. Si peut-être notre mise en demeure ne répond pas à ça, mais de clôturer en disant, ou des articles connexes, de dire il y a un article sur les vices cachés, allez le lire et là, les personnes vont être très satisfaites. Donc, ça améliore aussi notre maillage au sein du contenu. Le dernier rapport qui est utile, qui est nouveau depuis quelques mois, c'est dans source de trafic. Vous venez ici, vous avez optimisation et référencement. Ça, c'est, dans le fond, Google vous donne une lisibilité des usagers. Donc, c'est Google, c'est pour le moteur Google, c'est pas pour tous les moteurs de recherche. Je tiens à le préciser parce que peut-être que sur Bing, vous n'avez pas ces positions-là, peut-être que vous êtes meilleur ou moins bon. Mais ça vous donne une lisibilité sur les requêtes où vous êtes apparu dans les résultats de Google. Normalement, les dernières journées, vous les avez pas parce que Google ne donne pas son information en temps réel lui-même. Ça serait beaucoup d'informations à cruncher, à la quantité de requêtes qu'il y a sur la planète. Mais là, on peut voir, par exemple, qu'à ce temps-ci de l'année, chez Éducalois, la régie du logement et les normes du travail sont très populaires. Peut-être qu'il y a un cycle annuel au Québec, on a tendance à déménager au milieu de l'été. Donc, c'est peut-être le moment de l'année où on donne notre lettre pour dire aux propriétaires qu'on n'est pas présent. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs sur les sur le mot régie du logement aussi, jusqu'à 10 000 impressions quand même. Si tu me permets, j'aimerais poser une question à Dominique. Je vais vous enlever le mute là. Dominique, est-ce que vous connaissez, on a parlé du programme Google Grants, est-ce que vous connaissez ça? Non. Non? Ah, d'accord. C'est pour ça, là, je me suis dit que ça pourrait être important pour la suite des choses. Google Grants, c'est un programme de Google qui permet à des organismes sans but lucratif, mais spécifiquement des organismes de bienfaisance enregistrés, d'obtenir l'équivalent, je ne sais pas si vous connaissez les annonces AdWords. Ce sont ces annonces qui apparaissent en jaune dans le haut des résultats sur Google, là, entre autres. Là. Le programme Google Grants permet d'obtenir l'équivalent, pour nous, en tout cas d'Éducalois, de 10 000 $ par mois de résultats. Bon, c'est ça. Jonathan est en train de nous montrer justement ces annonces-là, AdWords. Ben, le programme Google Grants permet, comme organisme de bienfaisance enregistré, d'obtenir l'équivalent de 10 000 $ d'annonces gratuites par mois. Alors, c'est un excellent programme à connaître là, si on est un organisme de bienfaisance enregistré. Ce que je présume que la GEF de Saskatchewan doit être aussi? Oui. Peut-être? Oui. Alors, ça vaut la peine. Puis en plus, ça donne toutes sortes d'avantages aussi des produits Google. Donc, avoir un Google Site gratuit, avoir justement une géolocalisation si on a des bureaux qu'on veut faire connaître. Il y a moyen aussi d'avoir YouTube Foundation aussi, qui est qui permet toutes sortes de trucs super intéressants si on a des vidéos YouTube. Là. Donc, je voulais juste en parler brièvement parce que c'est important. Et ça, Jonathan et ou Caroline vont peut-être rajouter là-dessus, mais c'est important d'en profiter si on y a accès pour justement toutes sortes de raisons. Puis là-dessus, je vais me taire puis je vais laisser la parole à Jonathan. Merci Hubert. Effectivement, Google Grants c'est un produit que vous pouvez taper, trouver facilement et vous inscrire. Ça prend quelques temps. Peut-être juste préciser que les dépenses AdWords, c'est une expertise aussi, donc de ne pas avoir peur de prévoir dans le site, oui, d'aller obtenir Google Grants, c'est beaucoup de trafic que vous pouvez aller chercher, puis du trafic très précis pour vos objectifs de communication, mais de vous faire accompagner pour bien structurer vos campagnes. Et en général, les spécialistes de campagnes payantes sur Google, donc ce qu'on parle AdWords, Google Grants, dans le fond, c'est de l'achat média gratuit chez AdWords. Donc, ces spécialistes-là sont aussi assez compétents généralement en SEO et ils peuvent vous aider à structurer les deux du même coup. Donc, de prévoir des activités en consultation, c'est très payant. Vous produisez du contenu et la valeur de votre contenu, c'est le fait qu'il est accessible. Donc, quand on parle de SEO, on pourrait utiliser le terme accessibilité. La vulgarisation, c'est extraordinaire, mais de le rendre accessible, c'est le succès.
Je vais peut-être laisser Caroline finir. Caroline, à la fin, s'il reste du temps, je vais te laisser reprendre, je vais te redonner la main. Je vais passer à la fin peut-être quelques minutes à présenter ce que j'ai étudié sur le site de notre participante. Hubert, tu peux te donner la main? Oui, alors Caroline, je te passe la main. Retourner en plein écran OK. parce que j'ai réussi à aller chercher, à ouvrir mon PowerPoint sur mon bureau. Donc comme ça, on Ouais, n'aura pas besoin de passer toujours de un à l'autre. excellent. Donc, je donnais Entre-temps, là, l'exemple. si tu me permets de juste faire un commentaire, parce que, à vrai dire, Jonathan m'a donné l'opportunité. Je le dis souvent à nos collègues du reste du Canada, surtout membres de PLEAC, là, mais on a beau avoir le meilleur contenu, s'il n'est pas trouvé, ça sert à quoi? En quoi est-ce qu'on remplit notre mission? Donc, il faut essayer d'investir parfois aussi dans le marketing, dans la communication, afin de se faire connaître et de faire connaître notre contenu auprès de notre public cible. Et c'est pour ça qu'on a engagé chez Éducalois, là, je me permets un petit éditorial, mais qu'on a engagé chez Éducalois il y a quelques années une spécialiste en marketing parce que on développait d'excellents contenus, mais malheureusement, le contenu était peu connu et encore plus efficace parfois, je pense, que du marketing, d'être bien trouvé dans les moteurs de recherche, c'est encore plus approprié. Fin de l'éditorial. Donc, c'est ça, je donnais un peu plus tôt l'exemple de la garde d'enfants puis de l'article sur l'enfant qui ne veut pas aller chez l'autre parent. Et dans l'article, on utilise le mot aussi père, mère, fille, garçon, etc. parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce que les gens tapaient pour cette requête spécifique-là. Ça, en fait, c'est les mots-clés qui sont utilisés pour l'article sur la garde partagée en général. Et ça, c'est certains des mots-clés qui arrivent sur l'article « L'enfant qui ne veut plus aller chez l'autre parent » plus spécifiquement. Puis, peut-être que Jonathan, tu pourras ajouter des éléments. Mais je trouvais ça intéressant de voir que, oui, c'est moins de gens qui vont visiter cet article-là, mais cet article-là semble être extrêmement pertinent. On voit, moi, je trouve ça intéressant de voir que les gens sont restés très longtemps sur l'article. Probablement qu'ils ont laissé l'onglet ouvert puis qu'ils l'ont utilisé comme un article de référence sur exactement ce qu'ils cherchaient. C'est des sujets, effectivement, plus les requêtes sont longues et plus, quand on voit des requêtes longues, plaire à l'usager, donc la réponse est là. Par exemple, là, ici, on voit mon enfant ne veut plus voir son père, jugement de loi. Si la personne trouve un contenu, c'est presque son histoire de vie qu'on lui donne en réponse. La personne se sent beaucoup interpellée, donc le temps va être généralement élevé, à la fois parce qu'elle va le lire, elle va le relire, elle va être très attentive, des fois elle va l'imprimer, elle va consulter une page, elle va revenir sur cette page-là. Donc, il y a plein de raisons pourquoi le temps est bon. Cet article-là particulièrement est intéressant parce que, justement, dans les mots-clés, je ne sais pas si tu allais là, Caroline, mais je me souviens de l'avoir étudié lors de l'analyse il y a longtemps. Mais il y avait un défi, justement, parce qu'à un moment donné, quand on fait de la vulgarisation, il ne faut pas aller trop loin en optimisation. Puis là, il y avait ma fille ne veut plus aller chez son père ou mon gars ne veut plus aller chez sa mère. Et malgré tout, même si je voudrais sortir plus souvent, je pourrais faire un article sur ma fille puis un article sur mon gars, mais il faut être créatif pour trouver comment rester neutre et pertinent et plaire à ces deux communautés-là. Je vais te repasser la vidéo. Oui, c'est ça. Donc, dans cet article-là, particulièrement, ce qu'on a décidé, c'est d'y aller plus neutre, mais de s'assurer, par contre, que dans le paragraphe d'introduction, qui est quand même très important, d'utiliser les mots, justement, fils, fille, mère, père, pour qu'au moins ils existent dans le texte si les gens le cherchent. Donc, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas juste écrire cet article-là. L'article sur la garde partagée, c'est notre article qui est beaucoup plus vu. Par contre, lorsque les gens arrivent sur l'autre article, bien, on sait qu'on répond exactement à leurs besoins, qu'on répond à leurs questions très bien. Donc, c'est une façon, puis cette information-là existait dans l'autre article, mais c'est un peu à l'image de l'article sur le mariage que je vous montrais un peu plus tôt, c'était perdu dans très, très longs textes. Donc, c'était beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui cherchait cette information-là de la trouver. Donc, ça, c'est... Mon Dieu, on est... Ah, c'est ça, parce que je suis en anglais. Pardon, je vais aller rechercher le bon PowerPoint.
Ah, t'avais ouvert celui en anglais. Oui, parce que je l'avais ajouté en anglais parce que je savais que je pouvais pas, que j'avais pas le droit de faire de partage d'écran, mais là, je me suis permis de le OK. faire cette fois-ci. Donc, quelques trucs pour y arriver au jour le jour, parce qu'évidemment, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'éléments, puis des fois, ça peut paraître un peu beaucoup. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est que en plus des gabarits que je vous ai montrés, on s'est fait des documents de base pour s'assurer que, ben, on s'est assis une fois, on a réfléchi à tout ça, puis il ne faut pas qu'on perde cette connaissance-là. Il ne faut pas qu'on aille à repenser à ça à chaque fois qu'on écrit un article dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 6 mois. Et donc, on s'est assuré d'avoir toutes les informations. On s'est créé en fait un petit site web interne là où on a toutes nos normes, on a toutes les informations sur les principes de référencement, on a toutes nos informations sur les principes. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Tous les principes, en fait, un par un, sur comment écrire le contenu, comment utiliser les titres, les sous-titres, les paragraphes, les puces, etc. Et donc, quelqu'un qui rentre qui retourne pour aller écrire un texte, peut-être après ne pas en avoir écrit pendant 2 mois, et pas perdu, peut juste entrer dans le guide et pouvoir se rafraîchir la mémoire. Ça, encore une fois, évite de nombreux maux de tête et ça permet de pas d'être toujours en train de recommencer, en fait, à réapprendre quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement tous les jours, du SEO, de l'écriture pour le web, etc. On n'en fait pas tous les jours comme dans certaines plus grosses compagnies. Donc, on se donne des outils pour être capable d'y arriver sans s'y perdre. Puis aussi, ben, il faut penser à continuer à toujours faire des ajustements. Là, on en a un petit peu parlé du SEM. Le SEM, c'est les résultats de recherche payés. Puis donc, je voulais en fait donner un exemple qu'on a vu peut-être encore une fois, Jonathan, tu pourras intervenir. On s'est rendu compte que on utilise nos publicités pour toutes sortes de mots-clés, dont un qui était les normes du travail. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens arrivaient sur notre site et sur notre article, les normes du travail, en passant par notre pub, au lieu de passer par les résultats de recherche ordinaires. Et on s'est rendu compte que normes du travail arrivait souvent très loin dans les résultats de recherche. Et donc, on n'avait pas nécessairement bien fait notre travail au niveau du SEO. Et c'est pour ça que les gens arrivaient par la pub. Bon, on est content, les gens viennent quand même, mais l'idée, c'est de minimiser l'utilisation de la pub puis de maximiser l'écriture la meilleure possible. Puis donc, dans les dernières semaines, on a commencé à faire des ajustements, on a rajouté les mots-clés aux bons endroits, puis là, on voit que l'article commence à remonter un petit peu, puis il y a moins de pubs, de clics qui viennent de pubs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire quotidiennement. Est-ce que tu as une capture d'écran qui montre cette concurrence-là? Ben en Oui, fait, ici, par exemple. Ici, on a, par exemple, l'homme du travail qui est en publicité, peut-être 4 résultats plus bas, on avait Éducalois qui était là. C'est ça. Et c'est toujours un défi, même les grandes marques, si vous tapez Honda, si vous tapez Air Canada, vous allez voir, on achète des expressions qui nous appartiennent pour les protéger, pour éviter que quelqu'un d'autre les utilise. Il y a un principe c'est des vases communicants, donc c'est de trouver l'équilibre et c'est pas évident de trouver l'équilibre. C'est sûr qu'avec Google Grant, dans le cas d'Éducalois, c'est pas de l'argent qui disparaît à tous les jours, mais quand c'est des dollars qu'on investit, cet équilibre-là, on y est beaucoup plus attentif. Les efforts que vous faites en ce moment pour corriger le tir sont tout à fait adéquats. Le défi, c'est toujours de placer le SEM comme parce que le SEM est plus fort, il est plus haut. Ça va être toujours une belle occasion de vérifier si on a un contenu qui va plaire aux mots-clés. Puis ça va nous permettre aussi de voir si on est capable de passer en haut de la concurrence. Par exemple, si c'est un homme du travail, oui, on passe en SEM, mais peut-être que le monde aime vraiment plus aller sur le site des commissions des normes du travail quand il tape normes du travail, puis que nous, on devrait se contenter de toucher des expressions comme normes du travail, journée fériée, normes du travail, salaire minimum, ou est-ce qu'on a de l'information qui est plus riche, ou normes du travail, congédiement, ou est-ce qu'on aurait un article avec un taux de rebond qui serait moins élevé, ainsi de suite. Donc, c'est là qui est toujours le défi de prioriser dans les deux ensembles de mots-clés, mais c'est de s'attarder à comprendre ces choses-là, le succès. Je te repasse la parole.
C'est ça. Donc, l'idée, c'est, oui, on écrit l'article, on y réfléchit, mais il ne faut pas oublier d'y retourner, d'y retourner de temps en temps. On est des petites organisations, on ne fait pas ça à temps plein, mais Normes du travail, c'est un de nos articles les plus importants. Donc, c'est pour ça qu'on s'y attarde, on va retourner de temps en temps, voir comment ça va, etc., pour pouvoir faire des ajustements. Ça, c'est une leçon à retirer. Pas nécessairement attendre dans 6 mois pour tous les faire, mais d'y aller de temps en temps pour pouvoir faire des petits ajustements. Et Caroline, un dernier point sur Grant avant que tu passes aux autres éléments. Par exemple, pour la Saskatchewan ou pour l'Alberta ou n'importe quel petit marché où est-ce qu'on est en situation plus minoritaire qu'au Québec, Éducalois vulgarise en français et Google a des index régionaux, mais ils sont pas toujours aussi fragmentés que les réalités territoriales. L'index, il n'est pas divisé selon la loi, il est divisé selon les serveurs, la répartition des serveurs, la répartition des marchés. Donc, c'est très possible que les résultats d'Éducalois soient très forts en Alberta ou que les résultats d'un organisme en Ontario soient forts en Alberta. Google Grant, les publicités, on peut cibler le marché. Donc, on peut dire seulement pour une province. Et ça nous permet, entre autres, de compenser ce problème-là. Ça va nous donner un très bon coup de pouce pour aller chercher le trafic pertinent et faire connaître le nom de l'organisme par les publicités. Puis, tranquillement, le monde va peut-être ajouter le nom de l'organisme à l'intérieur de leur requête parce qu'ils vont savoir que c'est un élément discriminant pour aller sur des contenus plus pertinents pour eux qui respectent la loi de leur marché. C'est ça. Donc, parce que ça, avec ça, on peut vraiment aller cibler par province, etc., etc. Puis, on a parlé du référencement, puis je voulais juste faire en dernier lieu une petite parenthèse sur on veut que les gens pointent vers nous, mais je dirais aussi que c'est important de rendre l'appareil. Puis des fois, on est un peu frileux. On a l'impression que si les gens viennent chez nous puis qu'on les envoie ailleurs, que c'est peut-être pas une bonne affaire. Moi, je dirais, c'est beaucoup plus facile ensuite, si on pointe vers des partenaires ou qu'on a des partages de contenu, d'inviter les gens à référer vers nous. C'est aussi une façon d'être pertinent parce que si moi, j'ai un article sur les normes du travail, par exemple, puis qu'il y a les normes du travail, puis il y a d'autres organismes qui aident les gens qui ont des problématiques, etc. Moi, je leur donne, le site Éducalois, par exemple, va leur donner un article vulgarisé qui explique en gros comment ça fonctionne, mais là, je vais leur donner d'autres outils, puis je vais leur dire, bon, allez ailleurs aussi, et c'est vraiment intéressant de donner ça au lecteur, parce que le lecteur, il sait maintenant que s'il va sur notre site, non seulement il va avoir un article qui va lui expliquer ce qu'il veut savoir, mais en plus, il va se faire donner les outils pour pouvoir aller ailleurs et donc il y a des grosses chances de revenir chez nous et ça nous permet ensuite de pouvoir construire des liens avec des partenaires, des gens qui nous trouvent pertinents, etc., etc. Donc, vraiment pas hésiter à le faire, à demander à ce que les gens le fassent vers nous, oui, mais en fait, c'est quand on est pertinent et que les gens viennent vers nous, naturellement, les autres sites vont pointer vers notre site et de donner cette information-là aux gens, c'est une information très, très, très utile. C'est pas mal. Excellent. Ben merci Caroline. Écoute, je pense qu'on va passer brièvement. Ben, Dominique, tout d'abord, avez-vous une question que vous voudriez, parce que là, il nous reste environ 7 minutes. Jonathan se proposait d'aller visiter votre site justement de la GEF de Saskatchewan il y a déjà des premières impressions, ce qui est très intéressant. Mais à moins que vous ayez des questions, Dominique, je lui passerai la parole tout de suite. Est-ce que le micro? Ah, oui, attendez, je vais enlever le mute. Oui, Dominique. Oui, non, j'ai pas de questions, merci. OK, alors on va passer la POC, comme on dit, à Jonathan. Voilà, Jonathan. Bonjour Dominique Bonjour. et les autres qui pourraient écouter en différé. Je vais prendre 2 minutes pour montrer un peu comment je fonctionne quand je travaille, quand j'explore un client. Donc, c'est pas le processus qu'on suit pour faire un audit. C'est plus technique que ça, l'audit pour un site web, mais je vais vous montrer les premières techniques que vous pouvez faire pour vérifier votre site web. La première technique que vous pouvez faire, c'est de vérifier les index de Google. J'en avais parlé à la dernière rencontre. Vous tapez site
www, nom de votre site web. Si votre site web c'est sans les W, vous pouvez aussi le faire sans les W. En général, Google va vous afficher une publicité Google Webmaster Tool parce qu'ils se doutent que vous êtes un webmaster, donc ils sont très brillants. Ils savent que les gens qui font ce type de requête-là s'intéressent à leur site. Je vous invite à vous abonner au produit Webmaster Tool, de le mettre en lien avec votre produit Google Analytics. C'est le même compte que vous utilisez. Et il y a même une manière de faire la validation si vous avez la puce Google Analytics. Ça prend 5 minutes et vous allez avoir tous les problèmes SEO de votre site. Les gros problèmes vont être listés automatiquement par Webmaster Tool. Donc, des balises en double, des balises vides. Google va vous le dire. Et ça vous donne un rapport que vous pouvez aussi imprimer pour crédibiliser votre discours des travaux à faire. Donc, en tapant la recherche site, on peut voir ici, par exemple, qu'on a une application en Flash. Les applications en Flash, c'est difficile à lire pour les moteurs de recherche. On peut aussi voir certaines balises que le contenu pourrait être bonifié, comme ici avant-propos. Avant-propos de quoi? Si je regarde ici ce résultat-là, c'est certain que s'il apparaît dans les... il est peu probable qu'il apparaisse, mais même s'il apparaîtrait, l'usager, il ne sait pas de quoi on parle. On va parler de liberté conditionnelle, on va parler de quoi exactement? Et là, vous avez toujours le défi du marché. Donc, si vous couvrez un droit canadien, ben spécifiez-le. Si c'est un droit plus précis parce que je connais pas la juridiction, mais si c'est provincial, de le spécifier. Donc, de trouver les éléments, que ce soit le nom de la loi, le marché, qui permettent de différencier le contenu de manière régionale. Je sais que c'est quand même un défi. Un autre exemple, ici, c'est Jeux de mots, qui semble être une application. Je ne l'ai pas visité. Oui, je pense que je l'ai rapidement vu tantôt, mais il est là. Donc, ici, ça doit être celle-là, oui, Jeux de mots. Donc, on a une application. Au début de l'application, c'est pas contextualisé. Comment est-ce qu'on arrive? Quel est l'objectif de cette application-là? Donc, oui, connaissez vos droits, mais de mettre un peu plus de contenu en introduction pour pouvoir définir le sujet. On l'avait vu tantôt rapidement ou lors de la rédaction. L'introduction, c'est la promesse pour l'usager et le moteur de recherche ici va prendre cette promesse-là et il va la mettre là. OK. J'aimerais juste faire un commentaire là-dessus. Une des choses qu'on réalise, Dominique, en analysant nos statistiques, nous, chez Éducalois, c'est que toutes nos pages sont potentiellement des pages d'accueil. Et ça, c'est un excellent point. C'est quand les gens viennent du moteur de recherche, ça veut dire que peu importe sur quelle page les gens vont arriver, il faut que les gens aient un sentiment de votre marque, de votre identité, et qu'ils puissent naviguer facilement entre les différents éléments de votre site web. Parce que dans les faits, je me souviens plus des statistiques, peut-être que Caroline s'en rappelle, mais je pense qu'il y a juste 11% des visiteurs sur notre site qui passent par la page d'accueil du site d'Éducalois. Donc, c'est une grande considération quand on programme notre site web en tant que tel. Il faut toujours penser que peu importe quelle est la page, les gens ça se peut que ça soit la première impression que les gens vont avoir de notre site. Voilà, c'est la fin. Donc, je vais terminer sur justement les exemples d'enrichir le contenu. Ici, la page les dettes. Quel type de dette? Est-ce que c'est des dettes de consommation? C'est tous les ensembles de dettes, les dettes des particuliers, les dettes des corporations ou la dette d'un État? Donc, enrichir, ici, on a juste une ligne, donc, qui semble être automatique. On ne présente pas le contenu. Donc, je sais que c'est toujours un défi. Des fois, les CMS, là, ça semble être peut-être le CMS qui fournit pas, qui fabrique les balises automatiquement. Mais lors d'une mise à jour, ça va être très important de s'assurer d'avoir un outil de gestion qui permet de bonifier ces balises-là, de le considérer et de l'introduire dans la production des contenus. Donc, quand on fait un contenu, on le fait. Le prix de surgeon ici, qui est probablement une œuvre très intéressante, mais c'est quoi sa fonction? Est-ce que c'est une distinction pour les avocats? C'est une distinction pour la vulgarisation dans la région? C'est une distinction pour la langue du marché? On n'en a aucune idée. Donc, si quelqu'un cherche les distinctions pour les avocats en Alberta, peut-être qu'il tomberait sur cette page-là, mais là, en ce moment, il va, à part s'il cherche le prix de surgeon exactement, et on va générer du trafic sur l'expression prix de surgeon, mais on peut élargir
ce sujet-là. Puis on peut aussi, en bonifiant le contenu, c'est pas juste pour cette page, ça va donner l'information à Google pour les autres pages. Si on a le mot droit régulièrement, Google sait que même si dans l'expression aussi les dettes, quand les gens s'informent sur le droit des dettes, ils vont tomber davantage sur ce contenu-là parce que les autres pages parlent de droit. C'est un peu ce que je disais, si je me permets rapidement, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est le problème qu'on avait avec notre ancien site web, puis c'est l'idée d'avoir le plus d'automatisme possible, parce que quand on est obligé de penser à ces choses-là pour chacune des pages, ça devient vraiment compliqué pour les gens qui gèrent le site. Mais si on se dit, ben le titre de la page va toujours être prise automatiquement dans la balise titre, le nom de la fédération, le nom de l'association va toujours être aussi dans le titre, puis on va, tu sais, donc on se trouve des façons de faire pour assurer qu'on n'est pas en train de surnager toujours pour avoir le meilleur résultat possible et le moins de travail possible dans le fond là aussi. Là, je voulais juste montrer un autre élément qui est intéressant des fois de le faire pour 2-3 pages pour le comprendre soi-même. Mais ici, les trousses de procès simulées, vous pouvez regarder comment Google voit votre contenu. Google, ce qu'il voit, c'est ça. C'est ça le texte qu'il voit puis qu'il analyse. C'est la version texte. Il ne tient pas compte de l'organisation énormément de votre page. Donc, des fois, vous allez voir dans ces pages-là, ben ici, on voit que la trousse pour le procès simulé, qui est probablement un atelier en classe, dès le départ, on ne parle pas du sujet. On a de l'information sur le texte. Donc, c'est important les introductions ici de recontextualiser le contenu. Tous les contenus doivent être le plus contextualisés pour que le moteur de recherche comme usager, quand il accède au contenu par les index, il s'y retrouve. Puis si La je peux deuxième faire requête. un dernier petit commentaire, Jonathan. Tu sais, des fois, on se demande aussi pourquoi je passerais tant de temps sur Google. Puis je ne sais pas vous, c'est quoi vos statistiques un peu partout, mais on s'est rendu compte que 80 à 85 de notre trafic arrivait par Google. Oui, et même celui qui n'arrive pas est influencé par Google parce que les gens qui partagent des liens dans les médias sociaux vous ont trouvé par Google. C'est la principale source de trafic à terme. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'investir plus là-dedans, puis que des fois, on se casse le coco là-dessus. C'est parce qu'on sait que, Hubert, tu parlais de pourcentage, c'est 5 des gens qui arrivent par notre page web. C'est plus de 80 qui arrivent en utilisant directement une requête de Google. Donc, c'est sûr que c'est une grande valeur d'investir pour s'assurer que les gens nous trouvent le plus facilement. Ça fait une grosse différence rapidement, en fait. Je vais continuer rapidement pour pouvoir clore, puis peut-être Dominique te donner la chance d'avoir des questions précises. On a ici des exemples de balises sans titre, donc documents sans nom, qui est vraiment la balise qui a le plus de poids. Donc rapidement, il y a des petites activités qu'on peut faire pour faire des gains dans ce site-là. Il y avait aussi des pages, ici par exemple, on a un exemple de page qu'on peut fragmenter. Donc, les avocats francophones à votre service, ici, c'est sûr qu'on va utiliser des balises qui sont plus fortes que simplement un texte régulier, là, il ne doit pas avoir de H1. Donc là, ici, j'expliquais que si on indique à Google ceci, c'est supposé être en gros avec une typo qui est plus grosse, Google comprend que ceci est pertinent. Donc, les avocats francophones, là, ici, on a différentes régions. Si on avait voulu, c'est possible, mais peut-être qu'il n'y a pas de concurrence dans Google puis ça ne vaut pas la peine, on pourrait faire les avocats francophones une page pour chacune des régions avec le nom des avocats francophones de chaque région. Là, ceux qui ont des sites web, c'est intéressant de leur faire un lien vers leur site web et en contrepartie de leur écrire un email, on a leur email et de leur dire « Hey, n'ayez pas peur de nous citer maintenant qu'on vous a mis dans notre répertoire. C'est la moindre des choses de votre part et ça montre aussi une forme de solidarité. Ça va énormément vous aider au niveau du référencement. Je vais aussi montrer, ça c'est un autre exemple, à vue d'œil, j'ai pas besoin de lire la page pour comprendre qu'il y a des opportunités de fragmentation du contenu. Donc, les biens affectés en garantie, les ententes et les contrats, de recontextualiser les titres et de fragmenter ces contenus-là
pour rendre le texte plus facile et plus précis à chaque fois, de faire des liens à travers les contenus d'une classe à l'autre, comme ici, salaire du débiteur, peut-être un lien sur débiteur qui va être probablement au début du texte qu'on va définir ici, débiteur. Donc, ce genre de lien-là va aider les internautes à comprendre et va thématiser pour le moteur de recherche cette page-là en plusieurs sujets, dans plusieurs pages, puis ça va augmenter énormément le trafic. Il y a quand même toujours le défi de contextualiser votre marché pour être capable de vous distinguer des autres joueurs à travers le Canada, qui est probablement le plus beau défi que vous avez, là, pour moi, qui aime bien les défis. Un autre exemple de page qui serait fragmentable, la plupart des pages, un peu comme Éducalois dans son précédent site, et c'est normal, on fait un sujet et on le couvre en entier, c'est difficile de faire un plan. Il faut aussi se doter des outils, puis je pense que c'est le grand défi en ce moment des organisations, c'est de se doter d'un actif et de voir le contenu comme un actif. J'ai une conférence là-dessus, j'en parle régulièrement, mais c'est un actif, donc ça a de la valeur. Et pour entretenir cette valeur-là, c'est comme une maison, mais il faut investir régulièrement dessus. Il faut la chauffer, la maison, sinon elle perd sa valeur en hiver. Donc, il faut installer un bon CMS, il faut faire de la veille sur les pratiques, il faut se tenir à jour, il faut faire évoluer. Et pas juste voir le site comme un catalogue publicitaire qu'on fait pour 2 ans, 3 ans, puis on le refera dans 2 ans, 3 ans. Ce changement-là de mentalité va faire que les pratiques SEO, on va les intégrer dans nos activités au jour le jour, puis ça va contaminer nos autres activités. La manière de rédiger l'Éducalois doit avoir de l'impact, Caroline, tu me corrigeras, mais sur vos relations avec vos partenaires médias, parce que ça vous fournit plus de contenu, puis c'est plus facile de dire aux partenaires médias, tiens, voilà des morceaux de contenu qui pourraient t'intéresser. Oui, c'est ça. Avant, en fait, on était obligé beaucoup de, quand il y avait quelqu'un qui voulait partager notre contenu, ben, on allait dans le contenu, on allait choisir qu'est-ce qu'on voulait leur envoyer parce que souvent nos contenus étaient trop longs. Puis aussi, en parenthèse, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la refonte du site, donc c'est un gros travail. Puis, mais en même temps, il faut pas penser qu'il faut tout faire en même temps. Il y a beaucoup d'articles qu'on n'a pas revus, qu'on n'a pas réécrits parce qu'on est un OSBL, on est tous des OSBL, on peut pas tout faire. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les statistiques pour pouvoir décider lesquelles, en fait, sur quoi on allait sur quoi on allait investir. Tu sais, ça, c'est nos pages vraiment importantes, fait qu'on va investir là-dessus, par exemple. Puis il y en a qu'on n'a pas fait, puis qu'on fera pas tout de suite, puis qu'on fera pas pendant 2 ans, mais c'est pas grave. Excellent. Écoute, Caroline, je pense qu'on va devoir conclure. Il est déjà 15h37. À moins que Dominique, vous ayez une question pressante, mais sinon, je vous offre de rester en ligne. Je vais arrêter l'enregistrement bientôt, puis si vous voulez, on pourrait faire ça en privé. Mais donc, je rappelle à ceux qui nous écouteront que la Connexion Vige est un projet qui est disponible en ligne, donc à la connexionvige.ca, connexionvige.ca, et qui nos partenaires financiers sont la Fondation du droit de l'Ontario et le ministère de la Justice du Canada. Les partenaires du projet sont Éducation juridique communautaire d'Ontario, Courthouse Libraries of BC, Éducalois et PovNet. Et j'aimerais donc vous remercier, Jonathan, Caroline et Dominique, dans votre participation pour d'avoir été présents aujourd'hui. Et surtout, je suis sûr que ça va être très utile à ceux qui écouteront l'enregistrement.